À 15 ans, tu as commencé sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. 15 ans, je ne donnais pas des conseils aux gens. Le but premier de mon contenu, c'est vraiment d'apporter de la valeur, d'aider les personnes à se trouver, à trouver leur voie et vraiment oser la poursuivre aussi. Donc, il faut savoir s'organiser et il faut être déterminé, savoir s'organiser. Et est-ce que ça coûte cher de se lancer activement dans l'entrepreneuriat? Pas nécessairement, en fait, tout dépend du business model que tu décides d'adopter. Osez vous lancer et deuxièmement, déterminez-vous à mettre en place toute activité que vous voulez mettre en place. Alors, chers amis, bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast des entrepreneurs africains. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rachel, créatrice de contenu, entrepreneur, fondatrice du réseau Les Intentionnels et auteur. Bonjour Rachel, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien et toi? De mon côté, ça va super bien. Je suis content que tu aies accepté mon invitation. Merci à toi pour l'invitation. Je suis très contente d'être là et contente pour l'interview. Donc c'est parti, hein. On va parler de toi, hein, de ton parcours entrepreneurial. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Pas de souci. Donc bonjour à tous. Moi c'est Rachel Rickson, aka Lucika. Donc je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Donc j'ai commencé avec YouTube quand j'avais 15 ans en 2016-2017. Par la suite, j'ai continué sur d'autres réseaux, etc. Puis finalement, je suis arrivée dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai lancé ma première entreprise, j'ai créé juridiquement ma première entreprise quand j'avais 19 ans en France. Et puis j'ai continué par la suite avec la création et le développement des intentionnels, donc le réseau dont je suis la présidente et fondatrice. Donc voilà pour Waouh! résumer globalement ce que je fais. À 15 ans, tu as commencé sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Si Oui. c'est pas indiscret, t'as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 23 ans. Waouh! Donc, tu as combien d'années d'expérience là? 8 ans d'expérience Exactement. Ouais, sur sur les réseaux sociaux. les réseaux, oui, c'est ça. Wow, c'est intéressant. Et pourquoi tu t'es lancé sur les réseaux sociaux si jeune? Oui, bah, en fait, bon, moi, j'ai toujours été une personne qui s'intéressait à divers sujets et Mhm, j'étais pas la personne qui avait, on va dire, quand j'étais plus jeune, un hobby qui prenait beaucoup de mon temps. Voilà, il y en a, ça fait 10 ans qu'ils font du foot ou 10 ans qu'ils font de la gym, 10 ans qu'ils font de la mhm, natation, qui font des compétitions, et cetera, ou alors qui ont, voilà, quelque chose qui occupait la plupart de leur temps. Moi, j'ai essayé le sport, mais chaque année, je changeais. Je trouvais pas un sport qui me convenait. Et mhm. finalement, quand je suis arrivée au lycée, est venue du coup l'envie de créer ma chaîne YouTube. Tout simplement parce que je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, surtout des Américains, donc des anglophones. Et YouTube était une plateforme qui était assez en vogue là-bas. Voilà, je me suis dit pourquoi pas me lancer pour apporter quelque chose, pour aider les gens sur divers sujets. Et c'est comme ça que j'ai développé ma chaîne YouTube et que du coup, je me suis formée pour justement pouvoir créer des vidéos, monter des Mhm. vidéos, filmer, etc. Jusqu'à développer ma chaîne YouTube jusqu'à aujourd'hui. Wow, mais à 15 ans. Et tu parlais de quelle thématique à l'époque? Même jusqu'à aujourd'hui, je parle beaucoup quand même de ma vie étudiante, donc tout ce qui est plus lié à l'éducation. Donc, je parlais beaucoup de mon organisation scolaire, etc. Parce que, bon, à côté de ça, au niveau des cours, j'étais, on va dire, une élève sérieuse. J'avais d'assez Mhm. bonnes notes. Donc, du coup, je partageais mon organisation pour avoir de bonnes notes par rapport à mes cours. Je parlais aussi voilà, de mes choix d'études, etc. Je faisais beaucoup de vidéos autour de ça et un peu, on va dire, un peu lifestyle. Voilà. Et au fur et à mesure des années, après, ça a évolué. Aujourd'hui, je parle beaucoup plus d'entrepreneuriat, de vision, avec mon podcast Parlons de vision et tout ce qui tourne autour. Donc vraiment, voilà, tout ça pour pousser les personnes à trouver leur vision, être en alignement avec celle-ci, lancer leur projet, surtout quand c'est entrepreneurial. Et Mhm. mon public principal, c'est surtout les femmes et les Mhm. jeunes femmes, que ce soit avec les intentionnels, mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, etc. C'est vraiment ce public-là que je souhaite pousser à se lancer, à déployer leur potentiel, en fait. Wow. Et c'est quand même inspirant parce qu'à 15 ans, qu'est-ce que je faisais moi à 15 ans? Moi, je faisais du football. À 15 ans, je ne donnais pas des conseils aux gens. Et toi, à 15 ans, tu as pensé à donner des conseils aux gens. C'est quand même exceptionnel ça.
Alors, mais est-ce que tu peux un peu nous parler de ta vie scolaire? Comment tu faisais pour jumeler ta chaîne YouTube, à l'époque c'était les études, ouais, les études, etc. Et avec tes amis aussi. Oui. Alors, bon, déjà, les amis, pour répondre directement, je suis pas une personne qui a beaucoup d'amis, on va dire. Donc, voilà, ce qui fait que ça fait beaucoup plus de temps libre déjà. Donc, j'étais Mhm, pas la personne qui avait tous les week-ends des sorties avec ses amis, etc. Moi, j'ai toujours été plutôt solitaire, même jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'ai ma famille, les personnes les plus proches avec qui je passe vraiment beaucoup de temps. Mais je suis pas une personne qui est grave dans les fêtes, sortir et tout ça. Donc, bon. Du coup, c'est vrai que ça libère quand même pas mal de temps. Ensuite, par rapport à mes études, ben, mes études ont toujours été ma priorité. Après, je suis aussi issue d'une éducation où mes grands-parents, mes parents ont toujours mis l'école en avant. Ça a toujours été très important. Et mhm, je pense que si aussi jeune qu'à la période où j'ai créé ma chaîne YouTube, si j'étais aussi focus ou élève sérieuse, etc., c'est par rapport à vraiment ce que mes grands-parents m'ont inculqué. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis née au Congo, à Brazzaville. Et du coup, j'ai passé une partie de mon enfance là-bas. Et je vivais avec mes grands-parents quand j'étais là-bas, parce que du coup, ma mère était en France, était venue en France à un moment donné. Donc, du coup, toutes mhm, ces années que j'ai passées avec eux, ils m'ont vraiment inculqué des valeurs que j'ai gardées jusqu'à aujourd'hui. Et parmi ces valeurs, il y avait vraiment l'importance de l'éducation, l'importance de vraiment suivre des études, aller à l'école, etc. Donc, voilà, ce qui fait que poursuivre mes études, ça a toujours fait partie de moi. Donc, et au-delà même de poursuivre, aussi l'excellence académique pour pouvoir faire vraiment mhm, faire de son mieux, etc. Bah, ça a toujours fait partie de moi. Donc, c'était aussi ce que je partageais parce que pour d'autres personnes, c'est pas évident. Elles n'ont pas forcément les parents derrière pour leur dire que c'est important de poursuivre ses études. Que aujourd'hui, on vit dans un monde où quand même les diplômes restent importants. Donc, du coup, le fait de véhiculer ça aussi, et ben, ça a touché pas mal de jeunes et même d'autres personnes avec qui littéralement on a un peu grandi ensemble, c'est-à-dire des personnes qui me suivaient bah, depuis que je suis au lycée. On est arrivé, on va dire, aux études supérieures en même temps. Donc des fois, quand on se rencontre, ou même parmi les membres des intentionnels qui me suivaient depuis si longtemps, bah, en fait, c'est comme si on a grandi ensemble et ça les motivait. Pareil, de voir le contenu que je faisais à l'époque sur mhm. l'école, même par rapport à eux et tout. Donc, du coup, voilà, un peu Wow, là. c'est intéressant. Alors, à 15 ans, tu donnes des conseils aux gens. Je suppose que lorsque tu t'es lancé, c'était pas avec l'intention de créer une entreprise ou de te lancer dans l'entrepreneuriat. C'était tout simplement pour apporter de la valeur à d'autres personnes, n'est-ce pas? Exactement. Donc vraiment, moi, c'est vraiment bien après que j'ai découvert la monétisation, etc. Enfin, je savais qu'on pouvait monétiser une chaîne YouTube, mais c'était pas Mhm, mon objectif premier. Moi, j'étais vraiment là pour apporter de la valeur aux gens, pour aider les gens comme je pouvais. Donc c'est vraiment plus par la suite que j'ai vu que, bah, par exemple, avec la communauté que j'avais pu me créer, que je pouvais monétiser ma communauté, entre guillemets, c'est-à-dire créer un produit ou un service qui pouvait correspondre à cette communauté-là et le proposer. Mais c'était pas mon but en premier, même mhm, aujourd'hui. Le but premier de mon contenu, c'est vraiment d'apporter de la valeur, d'aider les personnes à se trouver, à trouver leur voie et vraiment oser la poursuivre aussi. Donc je pense que quand on se lance aussi, c'est important de faire la part des choses et de pas, de d'abord avoir un objectif, d'apporter quelque chose aux gens. Parce que quand on fait les choses que pour l'argent, eh ben, le souffle est plus court que lorsqu'on a pour premier but d'aider les personnes d'une manière ou d'une autre. mhm. Est-ce que tu te considères comme entrepreneur? Oui, je me considère comme entrepreneur. Vraiment, je sens que j'ai l'esprit entrepreneurial, c'est-à-dire que dans tout ce que je fais, quand je vois un problème, eh bien, je me demande ben, comment est-ce qu'on peut apporter une solution. Et tout ça, c'est comme ça que j'ai lancé mon premier e-commerce. C'est comme ça que j'ai créé les intentionnels. Et c'est dans cette manière de réfléchir-là, en fait, Mhm, que je me comporte au quotidien dans ma gestion de mes activités. Donc, mhm. oui, je me considère totalement comme entrepreneur et vraiment. En fait, tu te poses la question, c'est parce que j'aimerais savoir à quel moment tu t'es considéré comme entrepreneur, parce que tu t'es lancé sur YouTube Oui. sans intention. Et Mhm. après, tu as développé ta chaîne YouTube, etc. Et à quel moment tu t'es considéré pleinement comme entrepreneur là? Alors, je dirais que c'est quand j'ai créé ma première entreprise juridiquement parlant en France. Donc, c'était quand j'avais 19 ans, en 2020. Wow.
Donc du coup, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment plus considérée comme entrepreneur parce que bon, aujourd'hui, on le reconnaît beaucoup plus que la création de contenu, c'est une forme d'entrepreneuriat parce que Mhm, bah, c'est une activité qui demande une certaine forme de gestion et qui, deuxièmement, est rémunératrice. Donc, à partir du moment où on a une activité, il y a des choses à faire, des tâches à faire, qu'on peut avoir une équipe, etc., et qu'on mhm, peut générer des revenus, en vivre complètement, etc., c'est forcément bah, de l'entrepreneuriat. Mais mhm, cette manière de réfléchir là, elle est arrivée assez récemment, je dirais, il y a 2, 3 ans, 4 ans. Mais en 2015, 2016, 17, etc., la création de contenu, c'était encore un très nouveau métier. Sachant que YouTube, c'est très récent. YouTube n'a même pas 20, il y a à peine 20 ans. Les réseaux sociaux ont même pas 20 ans pour la plupart. Donc ça fait que vraiment la création de contenu jusqu'à très très récemment, c'était pas forcément considéré comme un métier ou de l'entrepreneuriat totalement. Mais du coup maintenant davantage. Donc maintenant quand on dit que quand tu dis que tu es entrepreneur et que mhm, derrière tu dis que tes activités consistent en la création de contenu, on te prend plus au sérieux entre guillemets qu'avant. Enfin, quand je mhm, dis au sérieux, c'est dans le sens où on considère davantage l'activité que tu fais comme de l'entrepreneuriat qu'avant. mhm, Donc du mhm, coup, ça fait que bah, moi, comme je faisais la différence entre les deux, donc entre la création de contenu et l'entrepreneuriat, ça fait que je me suis considérée totalement entrepreneur que quand j'ai lancé mon premier e-commerce. Donc j'avais créé une marque de planeur, donc d'outils pour s'organiser, des carnets, etc. pour, mhm, euh, pour s'organiser. Et comme, étant donné que ça, c'était vraiment une activité, c'est-à-dire que c'est un e-commerce, donc du coup, tu as ton produit, tu dois gérer un stock, tu dois faire des livraisons, tu dois préparer des commandes, tu dois gérer le service client, etc. Tu dois avoir un site internet, gérer des ventes et tout. Donc là, je voyais plus ça comme vraiment de l'entrepreneuriat, comme on le connaît davantage, que lorsque je faisais uniquement de la création de contenu. Donc, mhm. du coup, Et, ça fait que, ouais, oui. hmm. Et cette activité d'e-commerce-là, tu gérais ça toute seule? Oui, quand j'avais commencé la toute première fois, je gérais tout toute seule, donc j'avais tout fait moi-même, le site internet, le produit en lui-même. Donc, comme c'était des planeurs, donc il fallait concevoir l'intérieur des pages, il fallait faire le design graphique de l'intérieur des pages, la couverture, j'avais tout fait moi-même. Et le site internet, la gestion du stock, les préparations de commandes, j'avais tout fait moi-même de A à Z. Donc, Waouh! Et tu t'es formé avant? Par rapport au e-commerce, je n'ai pas fait de formation spécifique sur le e-commerce parce que pour moi, le plus important, en fait, c'était vraiment de vendre un produit qui correspondait à ma communauté et qui allait aider ma communauté. Donc, du Hmm, coup, ma cible était vraiment, premièrement, ma communauté, donc celle que j'avais construite sur YouTube, sur Instagram, etc. Donc, du coup, j'avais tout fait, on va dire, un peu à l'instinct, juste dans le but de partager à ma communauté quelque chose qui pouvait les aider. Je n'étais pas forcément dans une optique de oui, il faut que je fasse le million, etc. mhm, Ou que j'atteigne un certain seuil. Je voulais vraiment, premièrement, enfin si j'avais quand même des objectifs chiffrés, hein, mais mhm, je voulais premièrement d'abord vendre à ma communauté un produit qui pourrait les aider à davantage s'organiser, etc. On va dire que je me suis plus formée sur la partie vraiment technique, donc plus par exemple sur la conception de mes planeurs, où là, il a vraiment fallu que je me forme pour savoir faire la mise en page de mes produits, etc. mhm. Pour la création de site internet, bon, pareil, je suivais plus, on va dire, quelques tutos sur YouTube à côté de ma page et je faisais en même temps. Et voilà, donc c'était assez fonctionnel. Euh, Waouh! L'entrepreneuriat. Alors, et tu es étudiante actuellement ou tu as fini les études? non, j'étudie toujours. Donc, j'étudie toujours. Donc, moi, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Donc, ça fait que par la suite aussi, mes études m'ont quand même beaucoup aidé pour l'entrepreneuriat. Mhm, Parce que du coup, j'ai fait un diplôme en commerce. Donc, il n'y a pas mieux, entre guillemets. Et après, la formation que j'ai eue aussi, j'ai eu vraiment de très, très bons professeurs. Donc, c'était une formation qui était vraiment enrichissante sur le plan de l'entrepreneuriat. Et par la suite, j'ai également fait un bachelor en management et gestion d'entreprise. mhm, Et j'ai fait un autre bachelor aussi en communication. Donc, en communication internationale dans un parcours 100% anglophone. mhm, Et donc là, du coup, bah, je sors de cette formation-là. Et là, pour l'instant, je suis en césure avant de poursuivre pour un master, Dieu voulant. mhm. Alors, mais pourquoi tu continues les études?
Parce que pour moi, les études, c'est important. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis issue d'une famille où l'éducation, c'est très, très important. Et même pour moi-même, Mmh. au-delà des valeurs qu'on m'a inculquées, qui m'ont bien sûr influencée, je pense que l'éducation, c'est vraiment important. J'étudie pas pour juste accumuler les diplômes, mais vraiment pour le savoir que ça peut m'apporter, pour le réseau que ça peut m'apporter. Et parce que je suis tout le temps dans cette démarche d'en savoir plus, d'apprendre plus. Je pense qu'il y a tellement de choses à apprendre, à découvrir. Et il y a plein de après, il y a plein de manières de s'éduquer. Par exemple, là, pour le moment, je suis en année de césure. Et pendant mon année de césure, bah, je vais m'éduquer d'autres manières. Je vais avoir davantage de temps pour lire, par exemple, d'autres livres, pour assister à davantage de séminaires, de conférences sur divers sujets. Donc, c'est aussi une Mmh. autre manière de s'éduquer. S'éduquer, c'est pas que à l'école. Mais pour moi, c'est important de le faire aussi par l'école parce que, mine de rien, c'est vrai que bah, quand tu dis que tu as un master de telle école, etc., bah, ça a toujours son importance et ça te permet Mmh. aussi d'accéder à des sphères auxquelles tu n'aurais pas forcément eu accès si tu n'avais pas fait ces études-là ou même des postes ou autres auxquels tu n'aurais pas eu accès, un réseau auquel tu n'aurais pas Mmh. eu accès si tu n'avais pas poursuivi tes études d'une manière ou d'une autre. Donc pour moi, les études, c'est très important pour aussi voilà, s'ouvrir l'esprit et avoir un mode de pensée structuré. Et moi, ça m'a toujours aidé Mmh. dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas eu de mal en fait à faire les différentes actions que j'ai pu faire. C'est parce que bah, il y avait la formation d'études supérieures à côté aussi qui m'a aidé à mieux structurer ma pensée, etc. Parce que juste avant Mmh. mon DUT technique de commercialisation, juste après le bac, j'étais d'abord Mmh. partie en licence de droit. Donc j'ai fait une première année de licence de droit et du coup, bon, j'ai toujours voulu entreprendre, et c'était la voie que j'avais d'abord choisie pour l'entrepreneuriat parce que j'écoutais beaucoup d'interviews d'entrepreneurs. Il y en avait beaucoup qui avaient des parcours, enfin ceux qui m'inspiraient avaient tous beaucoup un parcours juridique. Donc, certains étaient issus d'une formation juridique avant d'arriver dans l'entrepreneuriat. Donc, je me suis dit, ah, peut-être que cette voie-là peut me convenir, étant donné que j'avais, on va dire, les caractéristiques d'une étudiante en droit, donc la rigueur, l'organisation, etc. Donc, a priori, tout semblait être coché pour que je puisse m'épanouir dans cette formation-là. Arrivée dans la licence de droit, je me suis assez vite rendu compte que je ne souhaitais pas faire 3 ans dans, dans ce système-là, parce que je pense que j'étais trop créative pour ce qui est pour le monde Mmh. juridique, parce que voilà, Mmh. le droit, c'est très voilà, on respecte les lignes, on respecte la manière de faire, et ça ne m'épanouissait pas. Donc je me suis dit autant aller dans une formation vraiment beaucoup plus axée commerce, Mmh. etc., sans pour autant forcément aller dans une école de commerce directement, ce que j'évitais un peu comme option. Donc, du coup, je suis partie en DUT technique de commercialisation. Et cette année de droit-là, tout ce que j'ai pu apprendre et la structure de pensée que j'ai pu acquérir en licence de droit me suit jusqu'à aujourd'hui et m'aide jusqu'à aujourd'hui parce qu'en droit, dans la manière dont on demande de faire les devoirs, etc., on demande de réfléchir en faisant des plans bipartites. Donc, tout le temps, deux grandes parties, deux sous-parties pour tout. Et en Mmh. fait, ça m'a donné un mode de structure qui fait que j'avais vraiment une facilité de faire un plan. C'est-à-dire qu'on me présente un sujet problématique, enfin même pas, un sujet tout court. J'étais capable de créer une problématique et de dire, OK, bah, pour résoudre cette problématique, on va faire telle étape, telle étape, telle étape. Et du coup, bah, cette structure-là, ça me suit partout, dans la gestion des intentionnels, dans ma création de contenu, dans ma manière de structurer mon contenu, etc. Ça me suit partout. Et même la rédaction, le français, etc. Tout. Donc du coup, voilà un peu comment est-ce que Mmh. l'éducation, les études supérieures m'aident aujourd'hui dans ma vie d'entrepreneur en fait. Voilà. Mmh. Et mais c'est quoi ton objectif? Travailler en entreprise ou, continuer à te développer dans l'entrepreneuriat? Bah, en priorité, continuer à me développer dans l'entrepreneuriat. Après, je Mmh. ne suis pas fermée à une opportunité qui pourrait m'apporter quelque chose. Et après, je pense que même quand on travaille en entreprise, c'est pas forcément indéfiniment. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on parle encore de CDI, mais il n'y a jamais personne qui reste vraiment. Enfin, aujourd'hui, en tout Ouais, cas, aujourd'hui, ouais. dans ma génération, il y a personne qui aspire à rester 30 ans, 40 ans dans un job jusqu'à sa retraite, faire le même job, quoi. Donc, c'est plus s'il y a une opportunité qui me permet d'acquérir de l'expérience qui va me faire encore plus grandir pour mes activités, Mmh. qui va m'apporter encore plus de réseau, etc., eh bien, je dis pas non. Donc, mais l'idée, c'est quand même de développer mes activités. Enfin, mes activités sont ma priorité parce que du coup, euh,
comme c'est les activités que j'ai créées de moi-même, bah, ça me suivra toujours partout, alors qu'une entreprise, j'en suis pas la créatrice, j'en suis pas la fondatrice, donc ça veut dire que si Mmh. demain ils prennent une décision, eh bien, je ne serai que tributaire. Donc du Mmh. coup, moi, je sais que j'ai cet esprit-là entrepreneurial, que j'ai cette capacité-là de créer, que tout le monde n'a pas forcément, eh bien, je ne vais pas me priver de ça, entre guillemets, quoi. Mmh. OK, puisque tu dis quand je t'entends parler, tu dis: «Mes entreprises, mes activités». Tu en as Mhm. combien actuellement? Bah, du coup, dans un premier temps, il y a la création de contenu. Mmh. Il y a la création de contenu. Donc, en parallèle de la création de contenu à mon compte, donc pour ma personne, mon propre personal branding, entre guillemets, j'ai eu et parfois, je gère en fait la communication pour des personnalités publiques et des entreprises. Mais ça, c'est vraiment plus Les quand le freelance ou oui, voilà, quand le projet me tient particulièrement à cœur. Enfin, j'avais une agence de communication, mmh. mais voilà, j'ai mis un peu les activités pendant un moment en stand-by. Mais ça fait partie des activités du coup que je peux dire que j'ai, c'est juste que bon, pour le coup, c'est en stand-by. Donc la création de contenu, l'agence de communication. Ensuite, il y a également les intentionnels. Donc les intentionnels qui est un réseau de femmes à l'international. Donc on a la partie associative et on a la partie plus réseau. Donc là, en ce moment, je travaille beaucoup plus sur la partie associative, qui est un peu le noyau des intentionnels, de toutes nos actions. Et derrière, avec le réseau, c'est d'avoir davantage de femmes qui se retrouvent dans nos valeurs, mais de manière plus large, quoi. Mmh. Du coup, les critères d'accès au réseau et à l'association ne sont pas les mêmes. Donc, du coup, voilà, c'est beaucoup plus sélectif pour accéder à l'association que le réseau de manière générale. Mmh. Voilà, c'est principalement du coup, mes Mmh. activités. Et tu gères toutes ces activités en étant étudiante. Il y a beaucoup d'étudiants d'abord qui nous regardent, hein, qui trouvent souvent des raisons. Il y a des raisons souvent justifiées, qui n'ont pas assez de temps pour créer une activité à côté. Il y a même des employés, des salariés qui travaillent, qui n'ont pas aussi assez de temps pour se lancer pour avoir une activité parallèle. Comment Oui. toi tu fais pour jumeler tout ça? Moi, je pense que c'est une question de détermination. Je pense que c'est une question de détermination parce que je pense que lorsqu'on se détermine à vouloir faire quelque chose, peu importe les contraintes qu'on peut avoir, on peut toujours y parvenir. C'est une valeur que ma mère m'a beaucoup inculquée parce que ma mère est une femme très déterminée. En fait, dès lors qu'elle se fixe un objectif, eh Mmh. bien, elle va tout mettre en œuvre pour que cet objectif-là soit atteint. Donc, du coup, j'ai toujours grandi, bah, forcément, là, en voyant cet exemple avec moi, et ça fait que bah, j'ai beaucoup pris d'elle par rapport à ça. Et pour moi, c'est une question de détermination. Dès lors que tu te dis que, OK, je souhaite vraiment, bah, et travailler et avoir mon activité entrepreneuriale à côté. Mais après, c'est toi qui te mets en ordre pour justement faire rentrer ton activité dans ton emploi du temps. Mais dès lors Mmh. que tu ne te détermines pas à faire en sorte de développer ton activité et ton travail ou tes études à côté, bah, ça va pas se faire en fait. Moi, c'est parce que je me suis pas laissé le choix. Mmh. J'ai toujours fait les 2 en même temps et j'ai jamais vu ma vie autrement. Donc ça veut dire que je me suis toujours organisée de sorte à pouvoir faire les 2. Alors c'est sûr qu'il faut fonctionner en mode priorité. C'est sûr qu'il y a des Mmh. moments, bah, j'ai plus mis par exemple la priorité sur mes activités que sur mes études, et inversement. Par exemple, quand je suis en partiel, c'est sûr que mes études vont davantage être ma priorité que lorsque je ne suis pas par exemple en partiel, ou que mon emploi du temps de cours va être beaucoup plus léger. Euh, donc, il faut savoir s'organiser et il faut être déterminé, savoir s'organiser. Ah mais Euh, qu'est-ce qui te motive en fait? Qu'est-ce Ce qui me motive, moi, c'est ouais. ma vision. C'est ma vision qui me motive. C'est là où je veux arriver, in fine. C'est là où je me vois, là où je me projette, l'impact que je veux avoir. C'est ça qui me motive. C'est c'est vraiment ma mission, entre guillemets, Mmh. qui me motive. Et j'en parle dans mon nouveau livre, Parlons de vision. Bah, j'ai oublié de dire dans mes activités que j'étais auteure d'ailleurs. Ouais, Euh, et OK. j'en parle dans mon nouveau livre, Parlons de vision. Bah, moi, c'est ma vision qui me motive. Qui me motive, c'est le fait de pouvoir apporter quelque chose de positif dans la vie des autres. Parce que je pense que si notre monde ne s'arrête qu'à nous, eh bien,
on ne fait pas long feu, en fait. C'est quand on veut avoir un impact positif pour les autres, qu'on veut vraiment impacter sa génération, qu'on veut impacter la vie d'autres personnes, qu'on qu'on a davantage de carburant, en fait. Mmh. Euh, et ouais, pour moi, c'est vraiment ça qui est important. Après, quand je dis impacter, par exemple, moi, je suis sur les réseaux sociaux, etc. Je suis exposée d'une manière. Tout le monde n'est pas amené à avoir un impact de cette manière-là. Avoir un impact, ça peut être avoir un impact sur sa localité, avoir un impact au niveau de sa famille, au niveau de ses personnes les plus proches, etc., dans son cercle, à son échelle. Tout le monde n'est pas obligé d'être visible sur les réseaux sociaux ou autres pour avoir un impact, mais c'est toujours d'apporter quelque chose de positif dans la vie d'autres personnes. Et moi, c'est ça qui me motive en fait. Mmh. Alors, mais lorsqu'on est étudiant, comment on arrive à trouver du temps pour écrire un livre? Eh ben, on s'organise. Non, parce que j'arrive, je te comprends, mais pour certaines personnes, c'est quand même difficile à comprendre. Avec toutes les activités que tu as là, tu arrives à Mhm. écrire un livre, tu arrives à poster des vidéos sur YouTube. Tu pas que sur YouTube, tu as d'autres plateformes aussi. Oui, Et en tout à même fait. temps, tu as ton entreprise. C'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup. Après, c'est une certaine pression qui est à gérer. Et après, il y a aussi des tâches que j'ai appris à déléguer. Mhm, Donc, par exemple, avec les intentionnels, j'ai quand même une équipe avec moi qui m'accompagne sur les différentes choses à gérer, ce qui facilite vraiment les choses. Donc, par exemple, pour les intentionnels, là, actuellement, je suis à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et là, on revient de Dakar. Par exemple, à Dakar, pour un événement que j'organisais avec les intentionnels, eh bien, c'est une membre c'est une membre de l'équipe justement des intentionnels qui a tout géré sur place, et ce qui fait que à distance, c'était possible d'organiser les événements, et la chose qui restait à faire, c'était tout simplement de communiquer sur l'événement, en termes de logistique, etc. Elle avait tout géré. Pareil, ici à Abidjan, la référente des intentionnels ici à Abidjan, c'est elle qui gère tout. Là, je vais faire un point avec elle cet après-midi pour savoir comment ça se déroule, lui donner des directives, etc. Mais je sais que par la suite, après, elle va gérer. Donc, c'est vraiment d'avoir une équipe et de bien savoir la gérer surtout. mhm, Euh, et après, c'est de déléguer les tâches qui me prennent beaucoup de temps. Par exemple, par rapport à YouTube, pour pouvoir publier régulièrement, euh, j'ai vu que ce qui me freinait vraiment, c'était le montage vidéo. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai délégué mon montage vidéo à une autre personne qui, du coup, monte mes vidéos. Et ça fait que moi, ce qu'il me reste, c'est juste, par exemple, faire la miniature, le titre, etc. Ce qui facilite vraiment les choses. Et filmer, bien sûr. Ce mhm, qui facilite vraiment les choses parce que pour moi, je trouve que dans le processus de la gestion d'une chaîne YouTube, ce qui prend le plus de temps, c'est le montage. Donc, du coup, mhm, ça fait que en déléguant le montage, je me suis libéré pas mal de temps que je peux derrière consacrer davantage au tournage, ce qui fait que derrière, je peux publier davantage. Donc, ça fait un cercle vertueux qui m'arrange plus plutôt que d'être bloqué au stade de ne pas pouvoir créer davantage de vidéos parce qu'il faut le temps de déléguer, il faut le temps de monter les vidéos, etc. mhm. Ensuite, c'est vraiment une certaine discipline quotidienne euh, pour, euh, pour faire certaines choses. Donc, par exemple, moi, je suis une personne, moi, je suis, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, mais je suis née au Congo. Mhm. Et au Congo, la journée commence très tôt. Les journées commencent tôt parce que le soleil se lève tôt et se couche tôt. Donc, du coup, ça fait que, il n'est pas anormal de se lever à 5 heures du matin. Voilà. Enfin, moi, j'ai Donc toi, tu grandi. te lèves à 5 heures du matin. J'essaie de me réveiller le plus tôt possible, effectivement. Alors, pas strictement tous les jours, mais j'essaie toujours de me lever voilà, avant 7 heures. En fait, moi, je me sens bien quand je me lève tôt, parce que je trouve que mes journées sont plus productives. Est-ce que tu Donc, je dors reprends. aussitôt? Ça dépend des jours, mais j'essaie de dormir avant minuit quand je peux. Hmm. Je suis pas quelqu'un qui travaille très très tard le soir, parce que je suis plus du matin que du soir. Donc, du coup, j'essaie de dormir assez tôt pour me réveiller aussitôt que je peux. Donc Hmm, voilà, comme ça derrière, je peux travailler sur les tâches que je peux. Quand je suis en situation d'urgence, par exemple, et que je dois très vite avancer sur un projet ou que j'ai un partiel vraiment important et tout, parfois je me réveille à 3h30 du matin pour justement travailler sur ce que je dois travailler, rendre le dossier que je dois rendre, etc. Donc hmm. voilà. Et tu travailles actuellement avec combien de personnes? Aujourd'hui, dans l'équipe des intentionnels, il y a 8 personnes.
Et après, avec mon monteur vidéo, mon assistante, on va dire une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes et la majorité des personnes sont de ta génération? Oui, bah, je crois que je suis la plus jeune à chaque fois. Ouais. Je suis plus jeune que toutes mes équipes. C'est juste dans l'équipe des intentionnels, on a 2 personnes qui sont plus jeunes que moi. Mais Mmh. sinon, généralement, la plupart des personnes avec qui je travaille, alors on est dans la même tranche d'âge, donc dans le sens où on a tous moins de 30 ans. Mais généralement, les personnes avec qui je travaille, elles ont quelques années plus que moi quand même. Est-ce que tu rencontres les difficultés par rapport à ça, par rapport à ton âge? Franchement, non. Je dirais que les difficultés que je rencontre, elles sont plus internes que externes. Dans le sens où elles sont plus internes, dans le sens où j'ai vraiment dû apprendre à davantage m'affirmer, mais m'affirmer en tant que personne. Et forcément, quand tu t'affirmes davantage en tant que personne, et ben, tu peux davantage t'affirmer en tant que leader. Et Mmh. aussi, j'ai dû faire un travail sur moi-même sur le sujet du leadership. Vraiment me lire davantage là-dessus, me former davantage là-dessus pour vraiment bien comprendre en fait les enjeux quand on gère une équipe, comment gérer une équipe. Mais ça, je trouve que c'est un travail continu et je continue de me former là-dessus parce que je trouve que quand tu exerces bien ton leadership, eh bien, tu Mmh mh. peux avoir les résultats que tu souhaites en fait quand tu as une certaine vision. Que tu peux avoir une vision, mais ta vision, tu vas jamais réussir à l'atteindre seul. Surtout quand tu as une vision pour une organisation, Mmh. tu vas pas l'accomplir seul. Par exemple, la vision que j'ai avec les intentionnels, je peux pas l'accomplir seul. J'ai besoin des intentionnels pour accomplir cette vision. Mais du coup, moi, en tant que porteuse de vision, eh bien, je dois me former à être une bonne leader pour derrière entraîner les autres pour justement concrétiser cette vision-là. Mmh. Mais voilà, j'avais un moment, j'avais vraiment un blocage avec le terme du leadership parce que pour moi, ouais, un leader, c'était un peu, voilà, j'avais la vision du leader tyrannique, on va dire. J'avais la vision du leader tyrannique ou de juste la personne qui donnait des ordres, etc. Mais au final, quand j'ai davantage lu sur le leadership et que j'ai vu qu'en fait, être leader, c'est premièrement euh, pousser les autres à se réaliser, Mmh. eh bien, j'ai vraiment eu une vision beaucoup plus positive du leadership et j'ai trouvé qu'au contraire, c'était vraiment quelque chose de beau et de noble, en fait, que d'être leader. Donc, du Mmh. coup, bah, ça fait que je continue de me former là-dessus pour gérer mes équipes au mieux pour derrière bah, concrétiser la vision et tout ce Mmh. qu'on souhaite mettre en place, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une femme leader qui t'inspire Alors, une femme leader qui particulièrement? Ouais. particulièrement, j'avais eu beaucoup de mal durant mon enfance avec les rôles modèles, etc. Parce Mmh. que moi, j'ai passé le reste de mon enfance, de ma vie en France. Et quand tu arrives en France, bah, forcément, c'est beaucoup plus difficile de s'identifier à certaines personnes. Parce que du coup, bon, moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir une personne qui me ressemble pour pouvoir m'identifier à elle. Donc, quand je dis qui me ressemble, c'est, on va dire physiquement, donc une femme noire, etc. Et bah, toute mon enfance, je n'en voyais pas beaucoup. Après, il y a quand même eu, on va dire, Michelle Obama, mais bon, je dirais que tout le monde la cite un peu. Enfin, toutes Mmh. les, toutes les femmes noires ambitieuses, Non, etc., mais vont la citer. si elle t'inspire, tu as le droit de la citer aussi. Oui, oui, donc oui, elle m'inspire. Surtout, en fait, j'ai beaucoup aimé les différentes actions qu'elle a menées après son mandat, enfin après le mandat de Barack Obama, où elle était, on va dire, cantonnée entre guillemets à son rôle de première dame. Mmh. Bah, tout ce qu'elle a fait en fait après ce mandat-là, donc la sortie de ses différents livres, son documentaire, les Mmh. différentes actions en faveur de l'éducation des jeunes femmes qu'elle a faites, etc. C'est ça qui m'a beaucoup plus inspirée. Parce que du coup, si je dis Michelle Obama, les gens vont directement penser à la Michelle Obama, la première dame. Mais moi, Mmh. c'est plus la version d'après qui m'intéresse de Michelle Obama. Donc, toutes les actions en faveur de l'éducation des jeunes femmes qu'elle a faites, euh, parler de elle aussi, ce qui l'inspire, etc. Et de sa vision finalement du monde et des choses et toutes les actions qu'elle mène. Et est-ce que ça coûte cher de se lancer activement, dans l'entrepreneuriat? Bah non. Sur le plan financier? En fait, ça dépend. Enfin, moi, je vais dire non parce que on va dire que mon activité première est très digitale avec la création de Mmh. contenu. Mais après, bon, même avec la création de contenu aujourd'hui, il faut quand même investir dans du matériel, etc. Mais moi, quand je me suis lancée, c'est par la suite que j'ai investi dans du matériel. Mmh. Donc, je dirais que pas nécessairement. En fait, tout dépend du business model que tu décides d'adopter. Mmh. Pour moi, par exemple, une personne qui va se lancer pour faire des prestations de services en montage vidéo, si tu as déjà un ordinateur,
bah, tu as déjà tout ce qu'il te faut, en fait. Tu dois juste maintenant proposer tes services, communiquer là-dessus, trouver tes premiers clients et Mhm. après peut-être investir dans un autre ordinateur, mais tu peux commencer avec l'ordinateur que tu as déjà. Aujourd'hui, même avec un téléphone, en fait, tu peux proposer des prestations de services de montage vidéo, format, réel, short, et cetera, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin aussi. Donc voilà. Hmm. Ok. Après, c'est peut-être acheter les logiciels, et cetera. Mais je pense que dès lors que tu es dans une démarche de créer une activité, une entreprise, tu as, on va dire, un capital minimal, Mhm. mais commencer avec, surtout dans tout ce qui est digital, numérique, réseaux sociaux, et cetera, ça demande vraiment un capital minimal. Pour moi, on peut même commencer avec moins de 100 euros, en fait. Hmm. Ok. Bon, maintenant, est-ce que ça rapporte de l'argent? Ah bah oui, bah oui, forcément, parce que, enfin, moi aujourd'hui, enfin, ce qui est drôle, et je me faisais la réflexion tout à l'heure, justement, je suis avec une membre de mon équipe actuellement, et du coup, on a Mhm. des parcours totalement différents. Et moi, par exemple, je me suis rendu compte que j'ai jamais vraiment eu à faire de job étudiant. Voilà, comme par exemple, travailler chez Carrefour ou chez Mhm. Leclerc, être vendeuse à H&M, etc. Je n'ai jamais vraiment eu, on va dire, à travailler de cette manière-là, vraiment de manière continue, etc. J'ai déjà fait deux, trois jobs ici, mais c'était plus, on va dire, je sais pas, une mission, voilà, parce qu'il y avait une occasion en particulier. C'était plus dans l'événementiel. Mais c'était vraiment plus pour l'expérience, etc. C'était pas toujours par nécessité, tout simplement parce que bah, je pouvais en fait vivre des revenus de mes activités, Hmm. surtout la création de contenu en fait. Donc du coup, oui, ça rapporte, mais après, euh, ça rapporte pas tout de suite. Dans le sens où bah, moi j'ai commencé la création de contenu en 2016-2017. Mhm. En 2016-2017, j'ai pas, c'est pas là que j'ai été monétisée ou que j'ai reçu des revenus directement de ma création de contenu. C'est après 2020, en fait, que j'ai vraiment commencé à recevoir des revenus assez importants pour pouvoir en dire d'en vivre, quoi. Ok. Donc, et après aussi, chacun a son style de vie. Pour certaines personnes, dire je vis des réseaux sociaux, ça n'a pas le même seuil. Pour certaines personnes, peut-être pour dire qu'elles en vivent, elles ont besoin peut-être de 2 000 euros. Pour d'autres, pour dire qu'elles en vivent, elles ont peut-être besoin de 5 000 euros, de 10 000 euros, etc. Donc, chacun son niveau de vie aussi, où chacun n'a pas les mêmes charges. Mhm. Donc, du coup, voilà. Mais je pense que c'est vraiment possible d'en vivre. Après, il faut beaucoup de détermination et il faut garder en tête que c'est un jeu sur le long terme. Ouais, C'est un jeu c'est sur un le long jeu terme. sur le long terme. Alors, au niveau des difficultés, des challenges que tu as rencontrés jusqu'ici, est-ce qu'il y en a? Ah oui, quand même. Bah oui, c'était d'avoir déjà la délégation. Donc, moi, j'avais quand même eu du mal à déléguer. Même aujourd'hui, je pourrais déléguer davantage, Mhm. mais c'est parce que j'ai encore du mal à déléguer certaines tâches, dans le sens, parce que quand on délègue, il faut vraiment bien se faire comprendre pour avoir le résultat qu'on veut et pas passer des heures. C'est-à-dire qu'une tâche qui, à la base, si on la faisait nous-mêmes, ça prenait 1 heure et que ça. En fait, moi, c'est plus ça. Il y a une tâche qui peut y avoir, et je sais que si je la fais moi-même, ça peut me prendre 1 heure. Mais dès lors que tu délègues juste déjà le processus d'expliquer à la personne qu'elle ait bien compris, qu'elle fasse la tâche, qu'elle te fasse un retour, que toi tu puisses faire un retour, et que Mhm. peut-être qu'il y a encore un autre aller-retour à faire, ça, on peut passer de 1 heure à un jour, à 2 jours, 2, 3 jours. Et du coup, bah, moi, en termes de temps, comme je suis une personne, je suis assez speed dans ma manière de travailler. J'aime travailler vite et bien. Donc, du coup, quand les choses ne sont pas faites aussi vite que je le voudrais, ou je suis quelqu'un aussi qui travaille beaucoup avec des échéances courtes. J'aime bien me fixer des échéances courtes parce que ça me pousse à davantage travailler ça dans tous les domaines. Mais sauf que tout le monde ne peut pas travailler sur les échéances aussi courtes que je me l'impose. Donc du Mhm. coup, ça fait que parfois, moi, je vais me fixer une échéance courte, mais comme je sais que je vais collaborer avec une personne, eh bien, je suis obligée de rallonger l'échéance pour laisser le temps à la personne de faire ce qu'elle doit faire, etc. Donc, bon, Mhm. c'est un peu, on va dire, dans la délégation auprès d'une équipe que je suis encore en Ok. train voilà, de travailler. Ouais, c'est principalement ça. Au niveau du soutien de la famille, soutien familial, ça a toujours Oui, été. alors, ouais. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue dans mes projets, même dans la création de contenu quand j'ai commencé, parce que forcément, quand tu n'es pas majeur et que tu te lances sur les réseaux sociaux, c'est quand même une certaine exposition. Mhm. Mais mes parents m'ont beaucoup fait confiance, étant donné que j'étais, on va dire, une bonne élève. Donc voilà,
auprès d'eux, je n'avais jamais, je n'étais pas une enfant à problème, on va dire. Donc, je leur ai jamais rapporté de palabres, et cetera. Donc du coup, au Mmh. contraire, ils me trouvaient assez, responsable, et cetera. Et en plus, bon, je suis l'aînée, donc forcément ça joue aussi. Donc ça fait que, voilà, ils se disaient que si je créais une chaîne YouTube, eh bien, c'était, pour faire quelque chose de bien. Donc du coup, ils m'ont beaucoup encouragée. C'est mes parents qui m'ont acheté ma toute première caméra. C'est 80 de mon matériel. Jusqu'à cette année, c'était mes parents qui me l'avaient offert. Alors du coup, ce que je faisais, moi, c'était que quand c'était mon anniversaire et quand c'était Noël, je demandais que du matériel. Donc voilà, je demandais que du matériel pour YouTube. Ce qui fait que bah, finalement, bah, c'est comme si c'était mes parents qui avaient tout financé au fur et à mesure des années. Donc Mmh. voilà, ils m'ont toujours encouragée, étaient contents dans tout ce que je fais, Mmh. etc. Et ils me charrient même là-dessus, donc ils sont plutôt contents, ils m'ont toujours encouragée, même pour les voyages, parce que du coup, j'ai fait mon premier, quand j'ai fait mon premier voyage au Sénégal, en Côte d'Ivoire, j'étais partie toute seule. Donc même le fait de laisser son enfant partir seul, etc., faut vraiment avoir une relation de confiance entre guillemets. Donc du coup voilà, ils m'ont quand même beaucoup encouragée dans tout ce que je faisais et même aujourd'hui ils sont très Oh, contents de ça c'est super. oui, C'est 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 excellent même d'avoir le soutien de ses parents. ouais, clairement. Alors maintenant, on va parler de femmes, quel est le nom de ta structure? Les intentionnels. OK, c'est adressé rien qu'aux femmes. Ça s'adresse rien qu'aux femmes, n'est-ce pas? Oui, exactement. Alors, est-ce que c'est ouvert à tout le monde, les intentionnels? Non, c'est pas ouvert à tout le monde. Les intentionnels, c'est pour les femmes ambitieuses et visionnaires qui souhaitent investir en elles-mêmes afin d'avoir un impact dans la société. Et c'est principalement pour les jeunes femmes de moins de 30 ans. Donc du coup, on a vraiment des critères de sélection pour accéder à l'organisation. On demande un mot de motivation, donc pourquoi la personne souhaite nous rejoindre. On demande, c'est aussi sur critères de localisation, donc selon le pays, la ville où tu es. Pendant les 2 premières années, on donnait accès à tout le monde à l'international. C'est-à-dire que tu pouvais suivre les intentionnels depuis n'importe où. Mais cette année, on a adapté une stratégie différente de vraiment différencier celles qui sont dans les villes en présentiel et celles Mmh. qui sont autre part. Donc, du coup, voilà un peu Quel est les. l'avantage d'une femme, de faire partir de ce groupe-là? Oui. En fait, quand on est une femme ambitieuse et visionnaire, ça peut être assez compliqué de trouver des personnes qui sont dans le même état d'esprit que nous. C'est-à-dire des personnes qui veulent grandir, qui veulent évoluer, qui veulent atteindre une certaine vision, qui ont une certaine détermination par rapport à ce qu'elles veulent faire dans la vie. Des femmes qui veulent faire quelque chose de leur vie, qui veulent avoir un impact. C'est pas toujours évident de trouver des personnes qui pensent comme nous, et encore moins des femmes et des jeunes femmes. Parce que peut-être des Mmh. femmes qui ont la quarantaine, et cetera, qui ont eu plein d'expériences et qui se sont rendues compte que ah mais finalement en fait le plus important pour moi c'est d'avoir un impact ou je veux faire ceci cela. Ok, mais nous on est jeunes, on veut se retrouver entre jeunes femmes et qui plus est des femmes déterminées qui ont des objectifs, etc. Et dans cette problématique là, euh, j'observais un Et phénomène qui, mmh. oui, j'observais un phénomène qui existait aux États-Unis qui s'appelle les sororités. Donc aux États-Unis, en fait, il y a des associations étudiantes qu'on appelle des sororités Mmh. qui en fait permettent du coup à des jeunes du coup qui partagent les mêmes valeurs de se réunir dans des cercles permettant des discussions, permettant plein de choses. Et du coup, c'était beaucoup ça qui m'avait inspiré. Donc la sororité des Kappa aux Mmh. États-Unis, qui m'avait beaucoup inspiré. En fait, en France, il n'y a pas ça. Il y a des associations étudiantes, mais des associations étudiantes ouvertes que aux femmes ou aux femmes ambitieuses, etc. Il n'y en a pas forcément. Donc du coup, bah, ayant un esprit entrepreneurial, je me dis ça n'existe pas et bah, je vais le créer. Donc du Mmh. coup, c'est là que je l'ai créé et en premier, je me suis adressée à ma communauté, donc les personnes qui me suivaient déjà sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, Puis aujourd'hui, bah, ça s'élargit davantage. Est-ce qu'une communauté, spécifique est visée? Est-ce que ce sont que des Africains, que des afro-descendants, que est-ce que
Ouais, à la base, pas forcément. Donc, c'est-à-dire qu'on est ouverte, à toutes les femmes, toutes les origines, confondues. Mmh. Mais, heu, c'est un fait social, on attire à soi ce qu'on est. Donc Ouais. du coup, bah, j'ai attiré beaucoup de jeunes femmes, afrodescendantes, que ce soit en France. Après, j'avais aussi, la branche des intentionnels, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Donc du coup, forcément, là-bas, c'est des locales. Enfin, c'est des locales. Je veux dire, c'est des jeunes femmes, noires, africaines qui vivent dans le pays. Mmh. Mais en France, c'est vrai que j'ai attiré beaucoup de jeunes femmes afrodescendantes parce qu'en tous les cas, c'était, enfin, ma communauté sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes femmes noires. Comme je le disais tout à l'heure, en tant que jeune femme noire en France, il y a beaucoup de soucis pour s'identifier en fait à certaines personnes, etc. Et déjà, déjà juste ma présence sur YouTube, on n'est pas beaucoup de jeunes femmes noires sur YouTube. On n'est pas tant que ça. Enfin, Mmh. vraiment, on n'est pas tant que ça. À avoir au-delà d'un certain palier, on va dire, d'abonnés, même juste au-delà de 20 000 abonnés, au-delà de 50 000 abonnés, on n'est pas beaucoup. Donc, Ouais. du coup, ça fait que bah, quand il y en a qui font du contenu dans lequel on se retrouve, etc., bah, on les suit en fait. On les suit. Et du coup, ça fait que bah, moi, je me suis retrouvée avec une communauté où il y a quand même beaucoup de jeunes femmes afrodescendantes. Et bah, c'est très bien parce qu'on a besoin aussi de se réunir, de pouvoir d'avoir des discussions, de parler des sujets qui nous concernent, parce qu'aujourd'hui on a des problématiques qui sont spécifiques à nous. Et si personne n'en parle ou personne ne permet aux jeunes femmes afrodescendantes en France de se réunir, enfin en France notamment, de se réunir et de pouvoir en parler, ben il y a des choses qui vont pas toujours avancer, quoi. Donc du coup, voilà un peu. Oh, intéressant. Alors, mais comment on fait pour, joindre, les intentionnels? Alors les intentionnels, en fait, c'est sur inscription et c'est sur inscription par rapport à tous les critères de motivation, tous les critères d'âge, et cetera qu'on a. On demande, voilà, pas mal d'informations et tout pour savoir si le profil correspond vraiment. Et après aussi, on a notre cotisation annuelle, et du coup, on ouvre les inscriptions une fois par an. Donc du coup, voilà, c'est une fois par an. Là, on va commencer notre 3e promo en septembre. Donc voilà, en septembre, on commence la promo 3, donc c'est la troisième année Mmh. où on va avoir des membres du coup. Mmh. Et vous vous rencontrez comment? On organise des événements. Donc on organise des événements, différents types d'événements. Donc par rapport aux intentionnels, on fait des brunchs mensuels ou trimestriels. Mmh. On a des masterclass et des ateliers où on reçoit des intervenants qui viennent nous parler de sujets par rapport à nos 4 piliers. Donc nos 4 piliers étant entrepreneuriat et gestion des finances, développement personnel et productivité, insertion professionnelle et académique et bien-être. Donc du coup, bien-être, et cette année, on a rajouté un nouveau pilier qui est enjeux sociétaux et politiques. Donc du coup, sur ces 5 thématiques, on va avoir des intervenants qui vont venir nous parler par rapport à leur expertise. Mmh. Euh, et voilà, donc du coup, on organise également un plus gros événement annuel, une conférence annuelle, et on fait également des séjours. Donc, Mmh. des courts séjours retraite qui nous permettent d'aller davantage en profondeur sur différents sujets. Mmh. Et voilà, et tout ça tout au long de l'année. On a aussi des sessions de travail, donc des sessions où pendant 1, 2 heures, 3 heures, chacune va travailler sur un sujet en particulier. On a également des cerveaux collectifs. Enfin, voilà, on rajoute aussi le sport. Voilà, vraiment plein d'événements en fait pour se retrouver toujours autour de nos 4 piliers pour grandir ensemble finalement. Mmh. Alors on va faire une petite parenthèse pour parler d'argent. Comment est-ce que toi tu gères l'argent que tu gagnes? Eh bien, moi, je fais toujours des tableaux de mes dépenses obligatoires et de mes Mmh. dépenses variables. Donc, du coup, dans les dépenses obligatoires, ça peut être un loyer, etc. Et je vais avoir aussi mes dépenses variables. Et après, ça me fait une moyenne. Mmh. Et en fonction de cette moyenne-là, bah, c'est cette somme-là que je vais retirer de ce que je gagne. Et ensuite, le reste, le surplus qu'il va y avoir, soit je vais l'épargner, donc je vais épargner une certaine partie, soit je vais le réinvestir dans l'immédiat dans mes activités. Et tous ces voyages-là, tu les finances avec les revenus de tes activités? Oui. Waouh, intéressant, super. Alors, maintenant on arrive au terme de notre interview.
OK, super. Bah, en fait, juste à toute personne qui verra cette vidéo, c'est vraiment, de développer l'autodétermination. Donc le fait de vraiment, être déterminé, être une personne déterminée, peu importe, le projet que vous avez, ce que vous voulez lancer et cetera. Déjà, premièrement, osez vous lancer et deuxièmement, déterminez-vous à mettre en place toute activité que vous voulez mettre en place. Vous êtes un peu le maître de votre destin. Vous êtes le personnage principal de votre film, du film de votre vie. Donc c'est à vous de prendre certaines décisions, c'est à vous de faire certains choix. Il y a personne qui va venir faire certains choix à votre place, il y a personne qui va venir, mener des actions à votre place. C'est à vous, en fait, de vous lever et de mettre en place certaines actions, en fait, pour pouvoir arriver où vous souhaitez arriver. Le rêve que vous avez, la vision que vous avez, les choses que vous voulez accomplir, le style de vie que vous voulez vivre, c'est à vous de mettre en place des actions pour l'atteindre. Parce que les années passent tellement vite que on peut se réveiller un matin et se dire, mais en fait, il y a 10 ans de ma vie qui viennent de passer, qu'est-ce que j'en ai fait en fait? Et pour éviter d'arriver à ce genre de constat-là, à ce genre de résultat-là, c'est maintenant, aujourd'hui, qu'il faut se lever et vraiment être intentionnel dans notre vie, être intentionnel dans nos décisions, être intentionnel dans les choix qu'on fait. Et être intentionnel, ça veut vraiment dire faire les choses avec un but. C'est-à-dire que derrière tous nos choix, derrière toutes nos actions, il y a un but. Donc vraiment, ayez toujours voilà, un but derrière les différentes choses que vous devez faire, derrière tout ce que vous devez accomplir pour que derrière, vous puissiez avoir une vie intentionnelle. Waouh! Merci Rachel d'avoir accepté mon invitation. Bonne continuation. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.